Bon, Pierrot, c'est un plaisir de discuter encore avec toi et de te voir déjà. Alors, il y aura l'audio, il y aura la vidéo, mais au moins, la vidéo, c'est un plaisir. Mais bien bonjour à toi Pierre et merci beaucoup pour cette invitation, hein. C'est toujours un grand moment de pouvoir partager, quel Ouais, que soit le sujet. ouais bah, justement, ce sujet, je l'ai voulu un petit peu plus léger, entre guillemets, même s'il va cacher beaucoup de profondeur, parce que ça me tient à cœur depuis longtemps. J'ai lancé en fait des podcasts il y a peu de temps, avec Mhm. cette optique-là de parler de sujets très transverses et qui peuvent inspirer les gens, et surtout aussi de parler de mes passions, tu vois, de parler des choses Mhm. qui viennent un peu plus du cœur, plutôt que d'être dans certains critères, les canaux que j'utilise un petit peu tout le temps, qui sont Ouais. la physiologie, la santé, le renforcement, tout ça. Et bon, même si je les distille un petit peu dans les vidéos de temps en temps, avec des petits clins d'œil, des t-shirts, des pubs qui renvoient vers la pop culture et tout, je me suis dit, mais Mhm. on va faire un podcast sur ces inspirations-là de la pop culture. Et je voulais même l'appeler, tu vois, cette émission, La pop culture nous sauvera-t-elle? Euh, Mhm. et déjà, tu vois, Très pop bien. culture, j'aimerais bien que tu me donnes ta définition de pop culture. Ma définition de la pop culture. Alors là, ça va être très compliqué pour moi de te donner une définition parce que c'est quelque chose de tellement large, tellement ça englobe tellement d'éléments différents que j'ai du mal à l'intégrer dans une seule, on va dire, définition. Parce que même si au départ c'est quelque chose qui a évolué au travers que ce soit des mangas, que ce soit au travers d'animés, que ce soit au travers de films ou même autres, hein, dans la pop culture, il y a une démarche au départ qui est effectivement, on va dire, de raconter des histoires ou de transmettre des notions. Et ça paraît assez basique parce qu'on va juste raconter des histoires. Et en fait, quand on se plonge véritablement dedans, on se rend compte que le nombre de sens qu'il peut y avoir est extrêmement profond et extrêmement développé. Du coup, il y a un grand savoir, une grande sagesse et de grandes traditions qui traversent et qui se transmettent au travers justement de cette pop culture. Parce que la pop culture, pour le coup, moi, elle me donne cette sensation de liberté totale. C'est-à-dire que on ne répond pas aux codes ou aux clichés standards, et du coup, on se permet, au travers de l'imaginaire, au travers de l'imagination, de créer des outils qui vont nous permettre, de transmettre des informations, de transmettre ce qui peut-être pour l'auteur sont des valeurs importantes, et du coup de créer, de faire germer des petites idées un petit peu de façon inconsciente comme ça chez toutes les personnes qui seront en contact avec cette pop culture. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont être juste attirés par la couleur, par la texture, par les formes, voilà, par toutes ces choses-là. Et il y en a d'autres qui vont inconsciemment être quand même, ils vont se dire, mais il y a quand même quelque chose qui me parle là, il y a quelque chose qui me touche et les émotions vont être extrêmement exacerbées. Et ça, je pense que c'est l'une des grandes qualités de l'art, c'est justement d'arriver à toucher les différents aspects de l'être pour que chacun puisse en faire un petit peu ce qu'il veut. Donc tu vois, c'est très difficile pour moi de donner une définition parce que pour moi, c'est un art et un art dans le sens noble du terme. Alors, tu vois, si on prend cette image de pop culture, je trouve que ce mot, il est bien trouvé. Moi, j'ai Mmh. vraiment cette sensation-là que c'est une excroissance par rapport à la culture, tu vois, un truc qui a Ouais. popé Ouais, en dehors et qui est à la fois plus. On a l'impression que c'est plus petit, mais en fait, quand on zoome, c'est un macrocosme. C'est vraiment un univers à part entière. Et comme tu l'as dit très bien, comme ça casse généralement les codes, chacun y voit son niveau de lecture. Et c'est là où ça va être intéressant. En fait, la pop culture, c'est apprendre à lire entre les lignes et Mmh. le prendre comme ça, peut-être de but en blanc. Et encore une fois, je cite souvent ma maman, mais c'est parce on s'aime énormément, mais on est diamétralement opposés sur beaucoup de choses. Et elle, si je lui donne une BD ou un manga à lire, c'est sûr qu'elle va se prendre ça tel un mur. Et la Mmh. première lecture va être très brute et elle va pas Mmh. comprendre en fait les subtilités et enfin les subtilités. Elle va pas avoir cette façon de lire en fait entre les lignes.
Et là où, j'en parlais avec un ami que tu connais très bien qui s'appelle Axel, qui lui, justement, on en rigole parce que maintenant, une fois que tu apprécies le vivant à chaque instant, tu trouves le beau partout. Et une œuvre aussi légère, quelle qu'elle soit, une bande dessinée, etc., tu vas voir des codes, tu vas voir des valeurs aussi qui vont t'inspirer, même si le truc, il est fait pour les enfants, quoi. C'est l'impression qui est donnée, ou en tout cas qui est souhaitée donner au travers de cette pop culture, mais c'est loin de là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moyen de communication qui est universel pour moi. C'est-à-dire que tout le monde, à son niveau, là, en fonction de son âge, et en fonction aussi de là où il en est dans son chemin de vie, peut en tirer des éléments très, très nourriciers. Mais alors, quelle différence avec la culture? Parce que est-ce que la culture, comme tu as dit tout à l'heure, la pop culture casse les codes? La culture, en fait, c'est enfermé un petit peu dans quelque chose qui est rigide, généralement? Moi, j'ai l'impression que justement la culture, de comme on l'entend, est beaucoup plus rigide en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, les codes qui sont employés sont quand même assez étroits. Et que on reste toujours un petit peu dans le même dans les mêmes façons d'aborder les choses. Alors il y a toujours des exceptions évidemment, hein, mais ça reste quand même ça reste quelque chose de très pragmatique en fait. Hein. On est dans quelque chose d'assez dur. Et là, la pop culture en fait, comme tu disais, c'est une excroissance, c'est quelque chose qui explose à tout moment, un peu comme le popcorn du maïs, quoi. Et ça, on ne sait pas à quel moment ça va exploser. Et donc, on peut le prendre et on peut l'utiliser absolument, mais pour transmettre ce qu'on veut. C'est-à-dire, il y a une liberté de créativité qui, je trouve, est un petit peu plus sclérosée dans la culture en général. Même s'il y a une certaine liberté, j'ai l'impression qu'elle est moins évidente. Ça rejoint, en fait, j'ai l'impression, hein, la pop culture moderne, les contes et légendes qu'on se transmettait avant. Et pour ça, je vais te partager mon écran parce que l'une des premières fois où je t'ai rencontré, en fait, c'était dans la conférence que tu avais donnée aux Rencontres de la Génération en 2016, il me semble. 16, ouais. Et très rapidement, dans cette conférence, parce que tu devais aller vite, qui avait un impératif de temps. Très rapidement, tu nous as parlé d'un conte en particulier. Ouais. Et ce conte-là, c'est celui-ci que je vais partager à l'écran. Est-ce que tu le vois? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr, la base. Voilà. Donc, tu m'as très rapidement, tu as dit, enfin, on sentait qu'il y avait une certaine forme de vénération par rapport au Petit Prince. Complètement, c'est ma Bible. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, donc bon, voilà, le Petit Prince, moi, je suis tombé dedans assez petit. Hein, j'ai toujours été fasciné, en fait, avant de savoir lire, j'étais déjà fasciné par le personnage. Je trouvais que les dessins étaient très beaux. Il m'inspirait beaucoup de confiance, beaucoup de, je sais pas, j'avais envie d'être son ami. J'aimais beaucoup. Et puis ce petit renard qui était à côté, je sais pas, il se passait quelque chose. Ça éveillait en moi déjà une certaine forme d'attendrissement et de curiosité. Et après, quand j'ai commencé à lire, mais c'est l'un des premiers livres en fait que je me suis mis à lire parce que je voulais savoir ce qui se passait derrière. Et donc, j'ai eu la chance, si tu veux, de lire ce livre très très tôt. Et donc, à différentes périodes de ma vie, de pouvoir le lire encore et encore et encore. Et du coup, de le voir au début vraiment comme un enfant. Et du coup, effectivement, de voir au départ uniquement le bois qui est avalé par un éléphant. D'accord? Et après, en grandissant, effectivement, ne voyant plus qu'un chapeau. Et donc, j'ai pu me rendre compte à quel point cette œuvre me permettait d'accéder à la sagesse qu'ont les enfants. Et pour moi, cette œuvre, c'est une œuvre qui est vraiment métaphysique et elle est un hymne à la sagesse des enfants. D'ailleurs, cette phrase là que j'ai partagée tout à l'heure à l'écran, je vais la lire comme ça pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Le Petit Prince dit: les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant. Pour les enfants,
de toujours et toujours leur donner des explications. Exactement. Exactement, parce qu'en fait, nous, en tant qu'adultes, comme nous vivons avec des modèles, c'est-à-dire qui sont créés par notre mental, on est en permanence en train de croire que l'on sait. Alors que les enfants, eux, n'agissent pas du tout avec leur mental, ils sont dans l'être, ils sont dans l'action, et ils réfléchissent pas parce qu'ils sont complètement connectés. Et c'est d'une évidence, en fait. C'est vraiment évident pour eux. Et donc, nous, on essaie d'imposer, en fait, on essaie de faire rentrer le carré dans le triangle, alors que eux sont en totale osmose avec leur environnement. Et eux ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il faut expliquer ce qui est évident. Mais pour nous, ce n'est plus évident parce qu'on a voulu remplacer par des modèles humains des principes naturels. Et donc, ils sont finalement, les enfants aujourd'hui, c'est pour ça que pour moi, ce sont vraiment les sages d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont les garde-fous de notre folie à vouloir toujours plus sombrer dans les méthodes ou dans les croyances ou dans les paradigmes complètement artificiels que l'on crée. Est-ce que tu crois que Antoine de Saint-Exupéry, je crois que c'est Picasso ou Dali, alors je crois que c'est Picasso, hein, qui a dit, il m'a fallu toute ma vie pour savoir dessiner comme un enfant, pour apprendre à dessiner comme un enfant. C'est finalement, on se rend compte, moi c'est une réflexion que je me suis souvent faite dans la transmission de la physiologie, où plus je plonge profondément, plus j'ai envie de ressortir pour en extraire la moelle et que ce soit très simple. Ce qui est frustrant pour les gens qui prennent ça de prime abord, parce qu'ils veulent connaître les détails, justement. Ils veulent savoir, mais alors, c'est quoi la complexité de la chose, etc. Et toi, t'es là. Mais en fait, vous savez, vous n'avez pas besoin de ça. Le simple est beaucoup plus beau et beaucoup plus pertinent. Et donc, est-ce que Antoine de Saint-Exupéry nous a pondu ce conte-là, justement, en prenant les choses qui sont simples et claires, et rien que dans le dessin, en fait, dans le graphisme, c'est presque la ligne claire de Tintin, en fait, hein. C'est très simple, etc. Est-ce que c'est ça qu'il essaye de nous transmettre, je pense? Oui, moi j'en suis persuadé parce qu'il y a une véritable sagesse derrière cette œuvre. Et on le voit d'ailleurs dans sa bibliographie, hein. Il a écrit d'autres bouquins qui sont tout aussi, enfin, qui sont pas dans la même lignée, mais qui ont déjà la même démarche intellectuelle et qui commencent déjà à montrer les limites de l'accès à la complexité de l'adulte. En fait, ce qui est très intéressant avec Le Petit Prince, c'est que quand on arrive vraiment à lire entre les lignes, ce que l'on comprend, c'est que on ne peut atteindre la complexité du vivant qu'au travers de l'expérimentation et du ressenti. C'est-à-dire que c'est à aucun moment le mental et la technicité qui va nous permettre d'accéder à la complexité. D'accord ? Donc, le savoir, c'est très bien, ça nous permet d'accumuler des briques et de monter un petit peu, mais par la suite, il faut pouvoir s'en extraire pour pouvoir en faire quelque chose de beaucoup plus intuitif, le marier en fait avec son sens de l'inné. Et ça, c'est tout un art, mais un art qui est naturel chez les enfants et que nous perdons avec l'âge adulte. Et je pense que là, il y a quelque chose de très, très, très intense et très profond, en fait, à creuser et à essayer de retrouver. Parce que je pense qu'une grande partie de ce qu'on appelle le bonheur, en fait, se trouve là-dedans. Est-ce que ça ne nous ferait pas réfléchir aussi à la manière qu'on a de traiter la pédagogie, en fait, et la transmission? Parce que, en fait, si on t'écoute bien, et c'est vraiment le sentiment qu'on a énormément, je pense, nous tous, ceux qui essayent de transmettre dans notre secteur, c'est que la transmission théorique, c'est bien, mais en fait, si tu fais pas vivre la chose à la personne avant, si elle expérimente pas, ça peut même être contre-productif de passer d'abord par la case théorique. Là, on va établir une forme de carcan et de croyances limitantes, sans doute, avant d'expérimenter la chose. Là où les enfants, finalement, ils expérimentent d'abord, de l'ordre chronologique, ils vivent la chose, puis après, ils vont faire peut-être une réflexion, mais qu'est-ce que ça m'a fait ressentir, pourquoi, comment, etc. Et pour citer une autre forme d'art, le générique de fin, début et du fin de ce podcast, c'est Nick MC, un rappeur, qui, pour le citer, dans une de ses chansons, dit naïveté, redonne-moi ton adresse.
Mhm. Naïveté, redonne-moi ton adresse. Et c'est pour moi exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire quand les choses sont brutes et qu'on est une certaine forme comment dire, de tunnel sans barrière, les informations transitent comme ça. On est extrêmement juste. On a une adresse qui est sans doute. On est juste, en fait. C'est ça qui est important. C'est qu'on est juste. Il n'y a pas de faux, il n'y a pas de vrai. On est dans le juste. Et il y a autre chose de très important dans ce que tu dis, c'est que il faut bien distinguer, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, il y a une difficulté aujourd'hui pour nous dans le fait enfin, dans toute la pédagogie que l'on peut avoir. C'est la différence qu'il peut y avoir, en fait, entre enseigner et transmettre. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup trop d'enseignement. Et l'enseignement, finalement, c'est juste le partage de certains dogmatismes ou de certaines croyances qui sont relativement figées. D'accord? Et que c'est un petit peu des recettes. Voilà. Et en fait, alors que la transmission, et ça, si tu veux, l'enseignement, l'enfant, naturellement, il y résiste. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on lui enseigne les choses. Il sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Par contre, alors que la transmission, et c'est vraiment ce pourquoi moi je milite même dans mes formations, j'ai arrêté de dire que j'enseignais, je suis maintenant uniquement dans la transmission, mais en fait, si tu veux, dans l'enseignement, c'est l'enseignant qui amène quelque chose à l'étudiant, d'accord? Alors que dans la transmission, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que l'étudiant va vers la personne qui transmet, et les deux, en fait, c'est dans leur interaction que va émerger le sens profond de ce que l'on veut transmettre. Tu vois, la nuance est très importante parce que on a l'impression que on se place trop souvent en tant que sachant et que les autres ne savent pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de spécialistes et qu'on délègue absolument tout. Mais les choses importantes, elles se font dans l'interconnexion des échanges et donc uniquement au travers de la transmission, pas de l'enseignement. Et ce n'est même pas, c'est-à-dire que moi, par exemple, si je veux te transmettre quelque chose, j'ai une idée de ce que je veux te transmettre, mais je vais aller vers toi, toi tu vas venir vers moi, dans cet échange va se créer un mélange et de ce mélange va émerger une propriété qui est l'information importante à retirer. C'est-à-dire qu'au départ, moi j'ai une graine, mais je suis pas le sachant. Tu vois, et ça modifie complètement la façon d'échanger avec les gens parce que on est trop aujourd'hui dans notre civilisation dans un rapport de dominant-dominé, sachant et ceux qui ne savent pas. Et du coup, on est dans un système binaire alors que nous sommes tous des enfants de cette terre. Donc, nous avons tous en nous les éléments pour pouvoir cheminer et pour pouvoir nous épanouir et nous transcender. Mais là où on pourra aller beaucoup plus loin et beaucoup plus intense, c'est si nous apportons mutuellement ces transmissions pour faire émerger des nouvelles propriétés. Et pour moi, l'évolution des civilisations, en fait, ça correspond à ça. Et du coup, l'art que ce soit au travers de la pop culture ou plus précisément Le Petit Prince, pour moi, c'est ça qu'il m'a appris. C'est vraiment ça. En plus, je pense le cœur de ce qu'on voulait dire tout à l'heure par rapport à la pop culture, c'est quelque chose qui, de prime abord, ne se ressemble pas du tout à un enseignement, à une leçon, à quoi que ce soit. Non. Mais pourtant, le rapport que vous allez avoir avec cette œuvre va vous apprendre des choses et vous allez découvrir des choses et c'est ce rapport-là qui est important. Et d'ailleurs, j'avais prévu une autre petite image qui est tout à fait en lien avec ça, il me semble. Je vais la partager, hop, et hop. Le Petit Prince dit au renard, ah non, c'est le renard qui répond. Oui. Non, c'est le Petit Prince qui parle. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Et je pense exactement. Que ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la relation, apprivoiser, c'est peut-être apprivoiser une œuvre, c'est-à-dire dans le sens, je l'approche et elle m'approche aussi. Et à partir de ce moment-là, des liens vont être créés. Ces liens sont propres à chacun, différents pour chacun, et c'est finalement ça qui va me faire grandir. C'est ça. Et en fait, si tu veux, ce que j'admire et que j'apprécie vraiment dans la pop culture, c'est que c'est une invitation en fait à la transmission. Parce que quand tu
quand tu vis la pop culture, tu es invité à vivre une aventure. Alors que quand tu es, que ce soit dans la culture ou que tu sois dans l'enseignement, de façon générale, mais en fait, tu n'es pas invité. Tu es juste invité à t'asseoir et à consommer quelque chose que l'on va t'apprendre. Donc, il y a une forme de passivité. Alors que dans la pop culture, il n'y a pas vraiment de passivité. On t'invite à vivre une histoire et tu vas amener, de par ta sensibilité, de par ton regard sur ce monde, tu vas amener ta touche qui va générer de nouvelles propriétés émergentes. Les fameuses propriétés émergentes. On ne pourra pas s'empêcher d'être physicien de temps en temps. Mais avant qu'on passe à l'autre œuvre que j'avais prévue, est-ce que tu en as une en tête, toi, d'œuvre de pop culture qui t'a beaucoup marqué particulièrement? Là, actuellement, je suis beaucoup trop plongé dans One Piece. Bon, on va l'aborder de toute façon après. Mais ouais, c'est pour ça. Donc, non, je suis beaucoup trop ancré là-dedans. Bon, alors on y passe tout de suite. On y passe tout de suite puisqu'on en a parlé. Alors, le premier que j'avais choisi de partager, c'est celui-ci. C'est un petit personnage qui va te parler, je pense. C'est donc le héros, Luffy de One Piece. Et voilà ce qu'il dit. La force en elle-même ne m'intéresse pas, sauf si c'est pour défendre ceux qui me sont chers. Non, mais non, mais je ne compte plus le nombre de fois où ce manga m'aura fait pleurer. Ouais. Non, mais, et quand je dis pleurer, c'est pas pleurer de rire, hein. C'est pleurer d'émotion. Ça me met à nu, ça me désarme totalement. Je suis bluffé par enfin, il y a tout là-dedans. C'est-à-dire que pour moi, la vie, en fait, elle est résumée, comme tu le disais la dernière fois lors d'un échange en privé. La vie, elle est là-dedans, quoi. Elle est dedans, et elle est menée, cette histoire de One Piece, par un personnage qui l'incarne, mais au plus haut point. Au plus haut point. Elle est belle parce que ce sont des archétypes, chaque personnage, qui ont des valeurs extrêmement fortes et qui suivent tous leur ligne vraiment directrice. Et même les méchants, je partagerai tout à l'heure des photos des protagonistes qui sont un peu plus du côté sombre de l'histoire. Oui, tout à fait. Il y a des leçons à tirer aussi d'eux qui sont extraordinaires. Alors, pour ceux qui connaissent pas One Piece, on va resituer la chose. C'est quand même un manga qui a battu tous les records et qui est en train d'exploser tous les records au Japon. C'est devenu une sorte de religion parce que là-bas, les mangas se lisent de manière hebdomadaire. Donc, tous les lundis, ça sort en kiosque. On lit un chapitre. C'est comme si Tintin continuait d'être publié et que tous les semaines, on pouvait lire que 10 pages. On pouvait lire que 10 pages de Tintin et que Tintin ne s'arrêtait pas à un volume. L'histoire continuait sur tous les volumes. C'était la même histoire. Et tout le pays vit, en fait, le cœur qui bat au rythme de ce manga. Et pour donner un ordre d'idée de à quel point c'est fort, c'est que au moment, je vais pas spoiler l'œuvre, mais à un moment de l'histoire, il y a un personnage très important qui meurt. Et j'étais au Japon, je vivais au Japon à ce moment-là. Le pays s'est arrêté. Mais le pays s'est arrêté. Tout le monde en parlait à la télé. J'ai vu des gens pleurer dans le bureau où je travaillais. Tout le monde parlait que de ça. C'était incroyable. Et donc, c'est écrit par un espèce de génie qui s'appelle Eiichiro Oda. Et ce monsieur, peu de gens le côtoient en privé, et les gens qui sont allés chez lui disent mais vous vous rendez pas compte. C'est-à-dire que chez lui, c'est placardé de fils qui passent partout pour relier les points de l'intrigue au scénario. Il avait tout prévu il y a 20 ans, des choses qui se passent maintenant. Et c'est ça, en fait, qui rend l'œuvre complètement géniale. C'est que on sent bien que c'est écrit par un génie, mais un génie dans le sens humain. Un génie des émotions, des sentiments. Il a compris, je pense, vraiment ce qu'il y a d'intéressant dans la vie. Donc, c'est pas peu dire. Et donc, voilà. Donc, il y a des personnages très, très forts dans cette œuvre. Il y a tellement de choses à dire sur One Piece. Moi, du capitaine Luffy, par exemple. Pardon? Parle-nous du capitaine Luffy, par exemple. Ben, Luffy, c'est vraiment lui, c'est le personnage donc central, et c'est celui qui ne cesse de me surprendre à chaque fois que je le vois. C'est-à-dire que on a l'impression
de l'avoir parfaitement cerné et qu'on peut anticiper ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire. Et il est systématiquement imprévisible et systématiquement cohérent avec ses valeurs. C'est ça. Le paradoxe. C'est le paradoxe, parce qu'on se dit, bon, c'est sûr, il va jamais changer de ligne, et pourtant il surprend. Il me surprend, mais en même temps, dans cette surprise, il n'y aurait pas eu plus de logique pour être cohérent avec sa philosophie, avec sa démarche. Donc, c'est ça qui est extrêmement déstabilisant, c'est que ça pousse le raisonnement et les notions de valeur de la vie à un extrême qui, moi, je trouve ça jouissif. Vraiment, je trouve ça jouissif. Alors, pour prendre un exemple, l'œuvre de One Piece est quand même bâtie, elle commence tout de suite sur ça, et même vous regardez le générique du dessin animé de One Piece, on parle très vite du plus grand des pirates qui a caché son trésor, qui s'appelle le One Piece. Donc, c'est la porte d'entrée de l'œuvre, et on en parle souvent, c'est-à-dire le héros part sur les mers, et il va chercher le One Piece, il veut devenir le roi des pirates, etc. Donc, on pense que c'est central par rapport à ça, et on se dit, mais bon, d'accord, ça va être ça et tout, l'intrigue, vivement qu'il ouvre ce coffre au trésor et qu'on découvre un truc formidable, etc. Et puis, j'ai pris un petit chapitre là, un petit passage à vous partager. Hop. Et hop. Et là, il y a une scène où il y a un personnage qui t'est cher d'ailleurs, qui s'appelle Rayleigh. Ah oui. Uniquement de l'eau, là. Et qui dit, et lui en fait c'était le vice-capitaine du roi des pirates. Et il dit, mais il dit au héros qui a le chapeau de paille, Luffy, il dit, si tu veux, je te dis, qu'est-ce que c'est One Piece, etc. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est le trésor. Et il dit, surtout pas, me le dis pas. Et après, il parle de devenir roi des pirates, qui est le rêve de Luffy. Et là, Luffy dit, tu sais, moi je veux rien conquérir du tout. Je pense que le gars avec le plus de liberté dans l'océan tout entier est le Seigneur des Pirates. Et on sait toujours pas ce que c'est One Piece. Mais ce serait pas étonnant pour moi que ce soit simplement le fait, pour Luffy, en fait, sa démarche, c'est uniquement être le plus libre possible et faire la fête, parce qu'en fait, chaque chapitre, enfin, chaque grand volet, chaque arc, comme on dit, de One Piece se termine toujours par un banquet, comme Astérix et Obélix font un banquet tous ensemble. Et à mon avis, le connaissant, c'est uniquement ça qu'il veut, c'est juste kiffer sa vie avec les gens qu'il aime. Ouais. Alors, je sais pas si on peut en parler un petit peu, mais moi, pour pas spoiler évidemment, hein, mais récemment là, moi j'ai vu récemment, mais le film, je crois qu'il date de l'année dernière, tu sais, le dernier film de One Piece. Mais là, c'est pareil, il m'a complètement bluffé, alors que ça reste tellement logique par rapport à sa démarche. Mais ce qu'il fait à la fin du film, mais personne ne l'aurait fait. Mais personne, il n'y a que lui. Alors, ceux qui veulent pas se faire spoiler, sautez dans 5 minutes, mais sinon, raconte-le pour ceux qui connaissent pas. D'accord, donc du coup, j'explique un petit peu. Donc, pour naviguer en mer, pour pouvoir aller donc d'une île à l'autre, les pirates ont ce qu'ils appellent un log, c'est ça? Ouais, un log pause. Voilà, un log pause. Et ce log pause, en fait, vous permet d'aller, sans vous tromper, et le plus directement possible vers l'île sur laquelle vous voulez aller. Et en fait, dans le dernier film de One Piece, ils organisent un tournoi entre tous les pirates. Donc tous les pirates rentrent en lutte les uns contre les autres, et celui qui gagne le tournoi va avoir la chance en fait d'obtenir le log pause de l'île où se trouve le One Piece. Donc je veux dire, c'est le truc que tout le monde cherche, et évidemment c'est le rêve de Luffy, hein, c'est pour ça qu'il fait tout ça. Et donc on se dit c'est le Saint Graal. Même il y a un moment dans le film, les gens se disent, mais ils savaient même pas qu'un tel objet existait vraiment. Donc, c'est le Saint Graal. Et en fait, à la fin du film, bon, je passe les détails, mais Luffy a la possibilité, parce qu'il gagne, d'obtenir le log pause. Et lorsque on lui fait sous-entendre, en fait, à quoi ça correspond, ben, en fait, il explose. Il décide d'exploser le log pause qui, du coup, est complètement inactif, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'en servir. Et là, les gens autour lui disent, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire.
Et lui, en fait, il dit tout simplement que lui n'a pas besoin de ça. Et là, on rentre dans une dimension, mais je dis, enfin, moi, je me rappelle, j'étais dans le train, j'ai fait quelques allers-retours en sprint parce que j'avais besoin d'évacuer une certaine décharge d'adrénaline tellement la leçon qu'il a donnée était d'une puissance, mais rare. Je veux dire, moi, le premier, j'aurais jamais fait ça. J'aurais protégé ce truc, je l'aurais gardé. Et en fait, il est en train en faisant ça, il est en train de faire tomber les illusions dans lesquelles nous baignons et il est en train petit à petit de nous montrer quel est le sens des choses, quelles sont les choses qui sont véritablement importantes. Et ça, pour ça, moi, je le remercierai jamais assez parce que après les enfants, Luffy reste quand même mon petit messie, clairement. Et oui, dans la quête du Graal, finalement, le plus important, c'est la quête, c'est pas le Graal, c'est souvent ce qu'on dit, hein. Mais c'est exactement ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, dans cette œuvre, ce sont des personnages qui peuvent nous sembler prédictifs, parce qu'on connaît leur voix, parce que dès le départ, ils nous disent mon rêve, c'est ça. Donc, je dis bon, ok, il va réagir comme ça, etc. Et pourtant, ils nous surprennent à chaque fois, parce que je pense que nous, on se met un petit peu à leur place à chaque fois, et on se dit il y a le log post pour trouver le trésor, le Saint Graal, etc. Il va sûrement le garder parce que c'est peut-être ce que je ferai moi. Et évidemment, le personnage ne déroge pas à ses valeurs et à sa ligne de conduite. Et là, c'est très très fort. Je vais en mettre un autre qui lui a une éthique qui me touche toute particulièrement. Je vais mettre celui-ci. Je crois savoir qui c'est. Ouais, il y a du vert. Ouais, voilà, ouais. C'est un personnage qui s'appelle Zoro. Et surtout, j'ai pris cette image-là parce qu'elle est extrêmement forte. Zoro, là, qui dit en anglais, si je peux pas protéger le rêve de mon capitaine, peu importe l'ambition que j'ai, c'est simplement du blabla, quoi. C'est simplement des mots. Et là, c'est vrai qu'on le voit, on sent parce il a pris, si vous voulez, il a protégé son capitaine au péril de sa vie et même tout l'équipage, vraiment de l'ordre du sacrifice. Et quand on est un petit peu imprégné de cette philosophie des samouraïs et oui, de cette lignée à ne pas trahir ceux qui nous aiment et à être sûr, savoir ce qui est sacré pour nous. Et une fois que l'on est sûr vraiment de ce qui est important dans notre vie, on peut mourir pour ça. Zoro, ça personnifie pour moi cette détermination et cette voie à suivre. Et c'est incroyable parce que tu vois là, quand on parle des propriétés émergentes, quand on voit tout ce sang sur Zoro et qu'on sait dans quel contexte est-ce que ce sang est apparu, en fait c'est pas du sang qu'on voit. Ouais. C'est l'amour qu'on voit. C'est l'amour, c'est le courage, c'est l'abnégation. C'est vraiment c'est vraiment incroyable. C'est un passage effectivement que moi j'affectionne énormément aussi et que je regarde régulièrement tellement ça m'inspire et ça me nourrit. Ouais, Zoro, il y a beaucoup à voir. Je vais t'en partager une autre d'image. Ah oui. Qui est un petit peu moins connue et partagée, c'est celle-ci. Ah oui. Celle-ci est très forte pour moi et pourtant peu de gens en parlent. Hein, mais non, mais je te rejoins complètement. Ouais, je sais qu'elle va te parler évidemment à toi aussi. Ce personnage-là, c'est Barbe Blanche, qui est l'un des plus grands pirates dans le monde de One Piece. Donc quelqu'un de vénéré, on le décrit comme l'un des plus forts au monde, etc. À jeu égal avec le Seigneur des Pirates, tout ça. Et là, il est plus jeune. Et quand il est plus jeune, on découvre en fait que là, il est questionné par un de ses camarades, et on découvre en fait que son rêve, c'est pas d'avoir des trésors, c'est pas d'accumuler des richesses, c'est pas d'avoir un équipage, il dit je veux avoir une famille. Et c'est extrêmement puissant. Là encore, je pense qu'on aura tous en nous quelque part quelque chose qui se fera vibrer, je sais pas, émotionnellement. Surtout que cette scène-là, on la découvre tard dans l'histoire. Ouais. Après avoir découvert que ce capitaine Barbe Blanche, il appelle tous les gens de son équipage ses enfants, mon fils, etc. Et on se dit ouais bon, c'est une façon de parler, il est très attaché à eux, etc. Mais en fait, c'est ce qu'il voulait depuis le début. C'était ça, ce manque d'amour et d'encadrement qu'il avait pu avoir
dans sa jeunesse. Et c'est très fort dans un monde de piraterie et qui évidemment a rapproché de notre monde à nous qui recherche les trésors, l'or, le côté matériel, qui est un personnage aussi central et fort, qui parle uniquement d'amour finalement. Et on voit bien hein, sur ce visage la douceur qu'il incarne. Ouais. C'est magnifique. Hein. Bon, moi, tu sais que ça reste le personnage moi qui me touche le plus de toute façon dans cette histoire-là, bien sûr. Et c'est vraiment lui qui m'aura le plus touché, qui m'aura fait le plus pleurer. Mais il m'a fait pleurer de bonheur. Je lui ai dit merci, je ne sais pas combien de fois pour avoir transmis ce qu'il a transmis. Et c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, le fait que dans ce manga, que l'homme considéré comme le plus fort du monde soit celui dont les valeurs sont ceux de la famille, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est-à-dire que il est le plus fort, il pourrait dominer tout le monde, il pourrait écraser tout le monde de par sa force, parce qu'il a justement, il a un pouvoir, de par le fruit du démon qu'il a consommé, il a le pouvoir de détruire le monde, mais il pourrait l'utiliser pour rendre à l'esclavage le monde entier. Et qu'est-ce qu'il en fait, lui? Il en fait une grande famille. Bon, si vous n'êtes pas convaincu, il faut que vous y jouiez. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que ça leur donnera envie de lire. Ceux qui connaissent, évidemment, ils vont peut-être avoir un nouveau, niveau de lecture par rapport à ça. Ouais. C'est sûr que ce sont des œuvres qui, comme en plus elles perdurent dans le temps. Moi, je me souviens que j'ai commencé à lire, j'étais à peine adolescent. Et pourtant j'avais des frissons. C'est-à-dire un niveau épisode, mais j'avais des frissons. Quoi. Je me rappelle même du jour au collège où j'ai entendu quelqu'un dire à un autre, il y a un nouveau manga qui est sorti, ça s'appelle One Piece, tu dis ça. Moi j'étais comme un fou du Japon déjà, donc je me dis un nouveau manga qui a l'air bien. J'ai acheté ça. Je m'en souviens encore dans la cour de récré. Dis donc. On passe à une autre œuvre qu'on a suivi ensemble tous les deux. Ah. Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Non. C'est avec ce personnage-là. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ce personnage-là où, tu vois, on vient de parler de famille, on vient de parler d'amour. Ouais. On vient de parler de manque d'amour aussi. Et ce personnage-là, dans Game of Thrones, pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est Tyrion Lannister. Il est incroyable. Pour moi, il est incroyable. C'est le personnage qui m'a le plus touché dans cette série. Là encore, parce que c'est une série qui s'étale dans le temps. On a le temps de découvrir les personnages. On a le temps de les voir dans des moments d'intimité, dans des moments d'épreuve, et puis aussi dans des moments de grandes émotions. Évidemment, dans cette série, c'est les montagnes russes émotionnelles sans arrêt. Il y a des retournements de situation partout. Et alors, lui qui vient d'une famille extrêmement riche, même sans doute la plus riche de l'histoire, c'est le plus détesté parce qu'il est né comme un homme de petite taille, il reçoit tous les surnoms possibles et imaginables et relégué comme un animal qu'on considère même pas membre de la famille. Et on le voit chercher l'affection partout, au travers des femmes, au travers de tout le monde, des hommes aussi. Après, quand il va se faire des amis à travers la montagne et tout machin qu'il rencontre, il devient un moment carrément moins que rien quand il reçoit cette blessure sur le visage. Qu'est-ce que ça t'évoque toi, ce personnage? Je pense que tout un chacun à notre niveau on peut s'identifier en fait à ce personnage parce que comme je dis souvent aujourd'hui la plus grande carence dont on est victime, je trouve, c'est le manque, ou du moins le manque de qualité des liens que l'on a, que ce soit avec la famille ou que ce soit avec notre entourage. Je veux dire, humainement, nous avons énormément dégradé la qualité de nos liens, et je pense que c'est ça qui joue en grande partie dans le fait qu'il y ait un si grand malaise général. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'état, même mental. Et ça, bien avant toute l'ère industrielle qui a amené son lot de poison. Je pense que déjà,
dans la qualité de notre lien que l'on a, l'attention, l'écoute que l'on porte à l'autre. Je trouve que c'est quelque chose dont on a manqué à un moment donné ou à un autre. Et ça, je pense que tout le monde l'a vécu. Et je trouve que justement, dans cette série, il l'incarne parfaitement. Parce qu'effectivement, il y a c'est l'une des familles les plus violentes, les plus riches, mais aussi l'une des plus violentes, non seulement avec les autres, mais avec lui. Donc, ce qui paraît complètement paradoxal, c'est-à-dire que au sein de sa famille, il n'y en a qu'un seul qu'il protège un petit peu, c'est son frère, qu'il considère un petit peu, et tous les autres le prennent pour un moins que rien. Et ça, c'est quelque chose qui va conditionner la façon dont on va s'épanouir, la façon dont on va pouvoir grandir et la façon dont on va percevoir le monde. Et je pense que oui, on a, au travers de ce personnage, on peut reconnaître l'un des plus grands malaises de notre civilisation, à mon sens. Et pourtant, je te rejoins totalement, et pourtant, j'ai l'impression que ce personnage-là, il souffre peut-être moins, ou en tout cas, il le montre moins, peut-être, d'un manque d'amour-propre. C'est-à-dire que il est, dans tout ce qu'il fait, il est, peut-être que c'est vraiment que d'apparence, hein, mais je le vois confiant et même, tu sais, il est, comment dire, il est désinvolte. Il a vachement de verbe, on dirait qu'il s'en fout des conséquences de ce qu'il fait, etc. Moi je suis ma ligne, etc. Et on dirait qu'il a une force mentale, mais c'est peut-être vraiment encore une fois que d'apparence, un truc qui s'est construit et sans doute en réaction par rapport au manque d'amour, c'est-à-dire bon ben voilà, moi je suis là à mon niveau et bon tant pis, et donc je suis sur moi-même. Mais il n'incarne pas le manque d'amour propre, il incarne certes le manque d'amour et comme tu as dit la qualité des liens familiaux et autres. Mais oui, ça doit cacher, parce que je rebondis par rapport à ce que tu dis par rapport au monde actuel. Je me fais souvent la réflexion que c'est avant tout un manque d'amour propre qui nous pousse à une dégradation en fait des liens que l'on a les uns avec les autres. Et que donc il faut travailler sur cet amour propre avant tout, que c'est pas du tout égoïste de dire ça. Ah non. Mais c'est vrai que entre l'œuf et la poule, je sais pas, voilà, qui est premier dans l'histoire? Est-ce que c'est le manque, est-ce que c'est cet aspect qualitatif des liens entre les humains, ou bien est-ce que c'est le manque d'amour propre qui fait que, voilà. C'est ça. Moi, je pense que pour lui, il est à la hauteur, en fait, ses adaptations sont à la hauteur de l'amour qu'il a reçu. C'est-à-dire que, effectivement, on n'a pas l'impression qu'il manque d'amour propre, mais pour moi, c'est une compensation. C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu ça, dans le monde dans lequel il a vécu, il n'aurait jamais survécu. Oui, c'est ça. Parce que on est quand même chez les Lannister, donc je veux dire, c'est l'apparence, l'image du pouvoir qui compte. Donc, si tu n'as pas ça, même si c'est du fake, tu ne survis pas. Oui, voilà. Tu ne survis pas. Donc, pour moi, c'est plus une forme d'adaptation qu'il a développée en mode fake pour pouvoir survivre dans ce milieu-là. Mais on le voit bien, hein, parce que dans les moments où il y a des scènes beaucoup plus, avec moins de tension, beaucoup plus douces et tout ça, il descend, il est beaucoup plus cool, et puis il a presque un visage d'enfant, tu vois. Et t'as envie de t'amuser avec lui, quoi. T'as envie de jouer, t'as envie de vraiment de faire des choses, voilà. Et donc je pense que c'est plus un masque ou une carapace, comme la majorité des gens aujourd'hui se sont créés pour pouvoir s'adapter au monde d'aujourd'hui. Dans Game of Thrones, t'as un autre personnage qui te parle? Game of Thrones, oui, bien sûr. Ben, après, c'est les classiques, hein, mais forcément, dans son rapport, Jon Snow, moi, c'est quelqu'un qui me parle énormément. Ouais. Parce que il est souvent dit, ouais, ce héros, il est chiant, il est comme ça. Non, mais justement, il est pas chiant parce que pour moi, c'est un anti-héros qui, pour le coup, est le vrai héros. Parce qu'en fait, les héros qu'on nous présente aujourd'hui, pour moi, ce ne sont pas des vrais héros. Ce sont des héros d'apparence, ce sont des héros en plastique, comme je les appelle, mais ce ne sont pas des vrais héros. Et du coup, ceux qui représentent en général les anti-héros dans la pop culture,
pour moi, ce sont mes vrais héros. Oui. Et ouais. Donc, pour moi, non, il a tout d'un héros, justement, Jon Snow, parce que il a l'éthique, il a sa philosophie, il a un comportement qui reste droit du début à la fin, et surtout, il répond pas à autre chose qu'à ses croyances. Donc, il reste très, très droit par rapport à sa ligne de conduite. Et ça, pour moi, c'est ni l'argent, ni le pouvoir, ni autre chose qui va le détourner, si tu veux, de ce en quoi il croit vraiment. Ce qui est, c'est vrai, tu as raison. Et je sais plus, ouais, c'est Alexandre Astier, donc on va le citer après, évidemment, parce qu'il y a une autre œuvre qui va arriver derrière. Ouais, je me doute. Mais c'est Alexandre Astier qui parlait de ça, qui parlait des super-héros actuels. Il disait, mais moi, les super-héros, quand je disais des BD quand j'étais petit, c'était des gens banals de la vie de tous les jours et qui se mettaient un déguisement et qui jouaient vraiment leur peau. Tu vois, c'était pas Captain America qui est déjà invincible de fait et qui c'est pas ça un super-héros. C'est donc Jon Snow il représente un petit peu ça, c'est-à-dire que c'était le bâtard de la famille, vraiment pas reconnu comme étant digne héritier. Bon, on s'y attend pas à ce que ce soit lui, il a pas trop de charisme, etc. Et puis il va suivre son chemin. Et puis comme Perceval dans Chrétien de Troyes en fait, à la base Perceval, et même dans toutes les légendes, les contes, finalement, c'est toujours le héros, la chose lui arrive sur le coin de la figure, il a rien demandé à personne et il s'en va. C'est vraiment ça la quête héroïque, quoi. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. Et c'est là où c'est beau, c'est-à-dire qu'on va suivre comment un humain banal va faire des choses extraordinaires. C'est ça qui est intéressant. Mais en fait, le vrai héros n'a jamais cherché à être un héros. Oui, c'est ça. Et tous les héros qu'on nous présente aujourd'hui, c'est des gens qui ont besoin de reconnaissance. Ce sont des gens qui ont besoin de briller. Et donc, ce sont des gens qui brillent, forcément, mais qui ne rayonnent pas. Pour moi, les vrais héros sont des gens qui rayonnent. C'est-à-dire qu'ils ont ça en eux, mais ils n'ont pas besoin de l'exposer, ils n'ont pas besoin de l'étaler, ils n'ont pas besoin c'est-à-dire qu'en gros, le héros, s'il peut y avoir du malheur pour pouvoir être le sauveur, ça les arrange. Le vrai héros, non, s'il peut ne rien y avoir et que lui, il n'a rien à faire, ça l'arrange. Voilà, c'est la grande différence. Lui, la discrétion, ça lui convient. Exactement. Et tu sais, la définition... Pardon ? Et donc, du coup, je trouve que Jon Snow représente très bien ça. Ouais. Parce que pendant toute la série, il n'a de cesse que d'aider les autres. Il se met jamais en avant et il se met toujours au service des autres. Il ne se bat que pour la dignité des plus faibles. La transition est toute trouvée. Parfaite. Pour ce monsieur. Monsieur Pierre Mondy, qui incarne le personnage de César dans Kaamelott et qui là, pour le coup, tu parlais tout à l'heure du nombre de fois que One Piece t'a fait pleurer. Moi, c'est cette scène-là qui, un nombre incalculable de fois, m'a foutu les larmes aux yeux. Incroyable. Et c'est une longue tirade. En plus, c'est un plan sans coupe où Pierre Mondy dit à Astier, donc à Arthur, des chefs de guerre, il y en a eu de toutes sortes, des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un exceptionnel, un héros, une légende. Des chefs comme ça, il y en a presque jamais. Mais tu sais qu'ils ont tous en commun. Tu sais ce que c'est leur pouvoir secret. Ils ne se battent que pour la dignité des plus faibles. Et là, on touche quelque chose de essentiel que tu as soulevé avec Jon Snow, en fait, et qui résume en fait toute la philosophie stoïcienne, qui résume tout ce que essaie de transmettre Marc Aurèle. Et oui, ça fait vibrer ce genre de choses. On se retrouve là-dedans, on se retrouve. Elle est forte cette scène. Hein. Et, Astier qui raconte. Surtout l'acteur a été parfaitement choisi. C'est exceptionnel. Bon, comme tous les autres acteurs, hein. Mais là, vraiment, le choix est parfait. Parfait. L'anecdote est très connue. Il a souvent raconté Astier, mais en tout cas, la vidéo où il raconte ça est très connue sur Internet, où il raconte que il donne le script à Pierre Mondy, comme toujours, très peu de temps avant. Mais là, sauf que là, c'est un script, c'est un plan. Comment on appelle ça? Un plan séquence. Donc, un plan séquence, ouais. Pas de coupure, et le script il est long comme un jour sans pain, comme il dirait.
Et, et il donne à Pierre Mondi et il dit je suis désolé et tout, je vous le donne au dernier moment, c'est long, etc. Vous les répétez. Pierre Mondi dit t'inquiète pas petit gars. Il lit une fois et il le sort une seule fois il l'a lu et il le sort direct comme ça, sans faute, à la virgule près. Ouais, c'est assez incroyable. La classe. La méga classe. Ouais, ce personnage est assez incroyable et il y a une autre pour lui rendre encore hommage. Tac, tac. On va partager celle-ci. Il y a une autre scène qui est pas dans le même épisode, mais c'est très proche. Celle-ci qui dit on ne devient pas chef parce qu'on le mérite, andouille. On devient chef par un concours de circonstances. On le mérite après. Moi, il m'a fallu plus de 10 ans pour mériter mon grade, si pas 20. Tous les jours, j'ai travaillé pour pas nager dans mon uniforme. Il n'y a pas 36 solutions, Arturos. Hein, fais semblant. Fais semblant d'être Dux. Fais semblant de mériter ton grade. Fais semblant d'être un grand chef de guerre. Si tu fais bien semblant, un jour, tu verras, tu n'auras plus besoin. Non, mais là, c'est de la sagesse. Ouais. C'est la sagesse qui parle. C'est-à-dire qu'il y a des étiquettes qu'on nous colle, il y a les rôles qu'on veut remplir et qu'on espère remplir dans la vie. Il faut mixer tout ça et faire un compromis avec qui nous sommes vraiment et se découvrir soi-même. Compliqué. C'est compliqué parce que on est toujours en train de, on est en déséquilibre entre ce que les gens attendent de nous et ce que nous voudrions vraiment faire. Parce que on est dépendant aussi, comme nous sommes des êtres sociaux, on est toujours dans l'attente aussi quand même que d'être entre guillemets validé par notre entourage pour être reconnu, pour exister. Et en même temps, parfois, lorsque les autres attendent autre chose que ce à quoi nous on aspire, en fait, on fait des va-et-vient entre ce qui nous nourrit nous et ce qui nourrit leur espérance. Et donc là, il y a un jonglage, il y a une scène d'équilibriste très périlleux à mener. Pour resituer la chose, pour ceux qui n'ont pas vu Kaamelott, alors déjà, si vous n'avez pas vu Kaamelott, vous descendez de 2 grades dans notre estime. Vous n'avez même pas le droit d'écouter ce podcast. Non, pour ceux qui ont pas vu Kaamelott, le héros est bombardé un petit peu, il a rien demandé à personne et il prend en grade et il va se retrouver chef de guerre alors que c'était un petit grouillot de la milice urbaine à Rome. Et il demande à César carrément, il dit mais comment je fais pour être chef de guerre? C'est quoi cette histoire? C'est quoi le secret? Tu peux pas me donner quelques astuces? Et déjà, il dit j'ai lu tous vos livres et l'autre il lui dit non mais c'est de la connerie tout ce que j'ai dit dans les livres, c'est pompé chez un Chinois. Donc, exactement. Donc il faut que tu fasses semblant. Il faut que et en fait faire semblant, c'est ça qui est beau, c'est que les actes et les masques que l'on met tous les jours, c'est pas nous, c'est-à-dire c'est qu'en faisant qu'on va apprendre les choses. Tu peux pas le devenir là comme ça maintenant avec un coup de baguette magique. Fais-le parce que de toute façon on est tous passés par là et que si c'est pour toi, bah, ça va le faire. Sacré César. Ouais. Et à son âme, notre cher Pierre Mondi qui nous a quittés. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un autre personnage qui te vient à l'esprit pour Kaamelott? Kaamelott. Bien. Non. Kaamelott, c'est vraiment compliqué parce qu'ils sont tous tellement exceptionnels. C'est vraiment. Pendant que tu réfléchis, peut-être qu'il y a un autre personnage qui va te venir à l'idée. J'ai préparé une autre petite image d'un personnage en particulier qu'à mon avis on attend tous voir, mais c'est cette scène-là qui me plaît particulièrement. Alors elle est un peu petite l'image. Je sais pas si vous arrivez à voir, si tu vois toi. Ouais. C'est Perceval qui est évidemment Perceval qui est quand même un personnage qui a marqué les esprits, qui est en train de pêcher en fait. Ouais. Un petit peu. Il est en train de pêcher et cette scène elle est très très bonne parce qu'il il vient au bord de ce lac, il pêche et il n'y a rien au bout de la ligne. Et il y a juste un caillou, en fait. Et déjà, Arthur, évidemment, qui est plus ou moins le héros de la série, on le suit dans cet épisode. Et il arrive au bord du lac, il rencontre Perceval et Perceval lui dit en fait, je viens ici pour faire comme vous. Parce qu'il paraît que quand vous avez besoin de réfléchir à un truc, vous venez ici. Donc toujours avec cet esprit d'enfant qui est juste, hein, comme on disait tout à l'heure. Oui, non, mais il a raison. Il a raison.
Arthur, il dit, Oui. oui, c'est pas faux, c'est vrai, je viens ici pour réfléchir à des choses. Et il dit, mais vous faites quoi là? Je suis en train de pêcher, mais il y a rien au bout de votre fil, quoi. Il dit, ouais, mais vous allez me prendre pour un fou, mais le fait que le fil tombe dans l'eau, moi, le lac, la canne, on fait un tout, c'est beau. Et là, Arthur, il est scié parce que lui, il sent toute la profondeur, en fait, de ces propos-là. Et personne ne dit, vous devez me prendre pour un crétin, non? Et pas du tout. Et c'est là où on voit aussi tout l'amour qu'a Arthur, qui est d'une intelligence, je te l'ai souvent dit, tu me fais penser à lui parce que tu es en avance de manière intellectuelle sur beaucoup de choses par rapport aux autres. Et pourtant, tu trouves toute cette empathie et cet amour, en fait, pour ton prochain. Et pour moi, c'est Arthur, c'est exactement ça aussi. C'est-à-dire, il les aime, ces chevaliers débiles. Il les adore. C'est pas des flèches, comme il dirait, mais il les aime comme des enfants. Et il veut les accompagner du mieux qu'il peut. Et vraiment, Perceval, c'est vraiment caractérisé sur vraiment ça, quoi. Ouais, c'est vraiment Astier a réussi quelque chose d'exceptionnel avec Kaamelott. Je pense que ça sera. On n'a pas connu ça avant, et je pense pas qu'on reconnaîtra de nouveau quelque chose de semblable. Tellement c'est intelligent, tellement c'est sage, tellement c'est fin, tellement c'est subtil, précis. C'est incroyable. Entre la qualité des acteurs, la qualité du scénario, le jeu d'acteurs, et là, pour le coup, on est vraiment dans la pop culture parce que en fonction de votre situation, de votre état émotionnel, de votre ouverture d'esprit, en fait, vous allez comprendre chaque scène complètement différemment. Complètement différemment. Il y a beaucoup de strates, de nombreuses lignes de lecture, et notamment dans la scène que tu viens de décrire. Je veux dire, on peut le lire de différentes façons. Et ça, je trouve que ça fait du bien parce que on a l'impression on a l'impression d'apprendre des choses. On n'a pas conscience forcément de quoi. On sait qu'on a pris une leçon. On ne sait pas forcément de quoi, mais ça va nous poursuivre. Ça va créer une graine qui va germer petit à petit. On va y revenir. Et là, ça va nous toucher encore une fois. Et ça amène vraiment quelque chose de... En fait, ça nous fait grandir. Et je trouve que les séries qui nous font grandir, c'est très rare. Très, très rare. La majorité des séries nous divertissent. D'accord? Mais là, pour moi, c'est pas de la diversion. Il y a vraiment de quoi grandir et apprendre de cette série. C'est de la transmission pure, comme on disait tout à l'heure. Oui. Parce que c'est des tranches de vie, en fait. Les épisodes sont vraiment des tranches de vie et qui va en plus avec une écriture qui va crescendo, non seulement en profondeur, mais aussi même en volume, c'est-à-dire les épisodes durent plus longtemps après. Exactement. On a plus le temps de prendre le temps, justement, d'observer évidemment le parcours d'Arthur quand il va chercher ses enfants dans cette saison 6. Incroyable. Alors, tu vois, par exemple, moi, je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas trop les dernières saisons. Je parle pas du spin-off, hein. Je parle vraiment des. Je voulais dire vraiment dans cette saison 5 qui est souvent. Et en fait, moi, c'est ma préférée. Moi, c'est de loin, mais de loin. Hein. C'est-à-dire que j'adore toute la série. Il n'y en a pas une qui est pas bien. Elles sont toutes vraiment superbes. Mais celle-là, pour moi, c'est la consécration. C'est vraiment, on arrive à un niveau de sensibilité. Je veux dire, il n'y a presque pas besoin de parler pour ressentir les émotions. Il y a très peu de texte dans cette saison 5. Hein. Il y a très peu de texte, beaucoup de paysages, beaucoup d'ambiance. Exactement. Il dit tout. C'est ça. Et je trouve que c'est là, bon après, sans parler du scénario pour le coup, parce que là, on parle encore de la paternité, tout ça. Donc, ce sont des choses, évidemment, qui moi, me touchent particulièrement, parce que, évidemment, pour moi, le fait d'être parent, c'est le sens premier de la vie. Voilà. Donc évidemment, c'est quelque chose qui me touche, d'autant plus que, tu vois, je vais te raconter quelque chose, c'est que, et ça, tu vois, je l'ai rarement dit, mais il y avait un bonus dans la dernière saison, donc du coup le spin-off, quand il était à l'époque romaine, et il y avait des bonus dans le DVD. Et dans ce DVD, il expliquait que il était persuadé, mais il ne savait pas pourquoi, qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant.
Et que maintenant, il disait qu'il en avait 4 ou 5 et que voilà, mais que c'était quelque chose qu'il avait envie. Et je me suis rendu compte le jour où j'ai vu ça, que j'étais exactement dans la même situation que lui. C'est-à-dire que j'avais pas eu encore mon fils. Et je me rendais compte que dans ma chair, j'avais cette intuition que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Parce que pour moi, c'était tellement magique, tellement extraordinaire d'être parent. Enfin, je veux dire, de donner la vie, quoi. Je veux dire, on parle d'un truc complètement fou que c'était un truc un peu pour les dieux. Tu vois, c'est un truc, voilà. Ça, non, moi, je peux pas y avoir droit. Je veux dire, c'est trop. C'est trop d'honneur. C'est trop de. C'est trop. magique. Voilà, c'est beaucoup trop d'honneur. Et du coup, le jour où j'ai vu ce truc-là, j'ai eu une espèce de déblocage. Tu vois, je me suis dit, mais en fait, ouais, parce que je pensais que j'étais le seul à penser ce genre de choses. Tu vois, que c'est un truc et que j'étais le seul à le penser parce que quelque part, c'était vrai. Tu vois, il y avait une espèce de boucle qui se crée comme ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, non, j'ai été vachement plus détendu par rapport à ça. Et puis, mon fils est arrivé quelques années après et ça a été le plus beau jour de ma vie, quoi. Merci pour ce partage. Ah ouais, non, mais j'avais oublié. Et c'est le fait de me reparler de ça je me vois sur mon canapé en train de regarder le DVD, d'être scotché par rapport à ça. Ben, pour parler, c'est rigolo parce que ça renvoie à quelque chose qu'on avait déjà partagé, le fait qu'on parle de paternité, de lien enfant, fille, tout à fait, père, etc. Toi, tu l'as vécu, tu nous en parles souvent par rapport à ton fils. Moi, j'en parle par rapport à mon père. Et bien sûr. On a ce miroir qui est super intéressant. Exactement. Et c'est pas une coïncidence, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, mais c'est vraiment aussi, ça me rappelle cette anecdote par rapport à Kaamelott, et c'est un bonus dans Kaamelott, et en plus c'est un bonus de la saison 6. Il est dans les décors en fait de Rome, parce qu'ils ont Rome, c'est ça. Et il y a un caméraman qui le suit, et il dit j'ai jamais perdu un proche, vraiment un proche de la famille, j'ai jamais perdu quelqu'un de la famille. Et j'espère pas que ça arrivera bientôt, etc. Donc il rigole un petit peu, machin. Mais il dit, si jamais ça m'arrive, en fait, je me demande comment je vivrai au quotidien. Est-ce que quand j'irai faire mes courses, je parlerai de la même façon à ma caissière? Est-ce que tous les actes qui sont vraiment bateaux et qui nous accompagnent tous les jours, est-ce que je les ferai avec la même intensité, plus intense? Est-ce que je vais être triste quand je vais le faire? Comment ça va changer en fait le lendemain là? Je perds un proche et tous les actes qui vont suivre dans les prochaines heures, comment ça se transforme. Et ça, c'est vraiment la réflexion que je me suis fait quand j'ai appris qu'il fallait que je rentre du Japon pour voir mon papa, parce que j'étais sûr il allait partir. Et je suis allé faire mes courses. Et là, rentrer dans le supermarché, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu vas acheter la même chose que d'habitude? Tu vas manger la même chose? Alors que tu sais que il va partir. Enfin, voilà. Et donc là, c'est des œuvres. Bon, je pense qu'on vous a fait comprendre que la pop culture, ça peut ouvrir les portes qui sont à l'intérieur de nous, quoi. Oui, absolument, absolument. C'est la vie, quoi. C'est vraiment la vie dans le sens le plus noble du terme. Et je trouve que c'est un véhicule, la pop culture, pour transmettre ces valeurs que nous sommes amenés tout un chacun à les découvrir au fur et à mesure de notre vie. Et je trouve que c'est un véhicule extraordinaire parce que c'est un véhicule en fait qui ne laisse personne sur le trottoir. C'est quelqu'un qui invite tout le monde à découvrir finalement les principes du vivant au travers de cette culture. Ouais, c'est un art qui est inclusif au possible. Exactement, exactement. Bon, on parle quand même de ton pull ou pas? Dragon Ball. Parce que si One Piece, c'est la vie, je pense que la vie a été créée pour Dragon Ball. Non, ben oui, mais Dragon Ball, je pense que c'est le premier manga animé que j'ai vu. Voilà, j'avais 6 ans. Je me rappelle le Club Dorothée. Voilà. Pour les vieux comme moi, le Club Dorothée, Dragon Ball. Donc il y avait d'autres mangas qui venaient avec, un petit peu plus violents comme Ken le Surveillant, tout ça. Mais Dragon Ball, ça a vraiment été mon pied à l'étrier avec la culture japonaise. Ouais. Vraiment, ça m'a Oui. Comme beaucoup de gens, je disais.
Ouais, oui, oui, oui. Et ça m'a vraiment transporté et ça m'a fait découvrir quelque chose qui était extrêmement éloigné de la culture qu'on avait du coup en France. Du coup, Donc, vraiment merci pop. le Club Là, c'est Dorothée. vraiment pop, le côté pop qui, genre, l'excroissance qu'on n'attendait pas. Ah oui, Ouais. attendez, c'est par rapport à ce qu'on connaissait nous en France à l'époque. Bah, c'était, je sais pas si tu, enfin, toi, tu as peut-être pas connu, mais il y avait des dessins animés comme, ça, c'est peut-être venu plus tard, mais il y avait le collège Foufoufou, il y avait, Olive et Tom, enfin, c'est vraiment des choses qui ont extrêmement marqué notre vie et qui ont conditionné, même la façon dont on jouait à la récréation, hein. Donc, Et ce qui est rigolo, c'est de voir les gens de notre génération maintenant qui sont sportifs pro ou quoi que ce soit, qui ont les mêmes références. C'est-à-dire, oui, ouais, je vois les coachs que je suis qui ont, voilà, ils mettent des t-shirts Dragon Ball, ils mettent des pulls, ils mettent euh, des beurre pas possible. Ils disent, bah ouais, moi j'ai commencé à m'entraîner pour ressembler à Sangoku ou Vegeta, quoi. c'est Et ça, c'est les ça. joueurs de l'équipe de France qui parlent de, voilà, Olivier Tom. Et Ouais, donc là, c'est là où on se dit, mais en fait, même à très haut niveau, les portes d'entrée sont les mêmes. C'est toujours un être humain qui a un imaginaire, qui est nourri par ça, et, euh, et peu importe finalement le contenant, quoi. Hein, c'est le contenu qui compte, quoi. ouais, parce que c'est un vecteur qui est vraiment universel. Mm. Cette pop culture, elle est vraiment universelle. Ça, comme tu disais, elle est inclusive à fond et du coup, tout le monde s'y retrouve en fait. Tout Mm. le monde s'y retrouve à partir du moment où il est prêt à échanger. Mm. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est disposé à sortir de ce rapport de dominant-dominé et donc d'être complètement passif ou totalement consommateur. C'est-à-dire que quand on est dans la pop culture comme ça, il faut accepter de rentrer dans un univers et d'y donner un petit peu de son cœur. C'est exactement. Il y a mon pote Idriss qui a écrit un livre sur la poésie et je le connaissais pas du tout dans ce domaine-là. Et pourtant, c'est l'un des domaines qu'il maîtrise le mieux. Et tout son ouvrage qui s'appelle voilà, un ouvrage de poésie. En haut, il y a écrit une phrase de T.S. Eliot, qui était un poète. Et T.S. Eliot disait, c'est donc tiré d'une de ses phrases qui disait, Oh, do not ask what it is. C'est-à-dire, oh, surtout ne demande pas ce que c'est. Surtout ne demande pas ce que c'est. C'est-à-dire, viens comme un Bien découvrir. spectacle vide, sans préjugés. Viens sans formatage. Viens et accepte de lire ce poème et de t'en imprégner et de voir ce que ça donne. Et je pense que la pop culture, faut vraiment la lire comme ça. C'est-à-dire, surtout, ne venez pas en demandant ce que c'est avant. D'ailleurs, si je vous dis que c'est un truc dessiné par un japonais qui raconte une histoire de pirate et que c'est Ouais, une animation avec un homme qui devient caoutchouc, etc., mais ouais, c'est passé à ouais. côté, quoi. C'est Ah oui, alors là, complètement. donc il faut venir euh, prêt. Parce que chaque personne qui rentre dans cette pop culture va aussi lui donner son sens et donc va apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Parce que on le voit bien pour la pop culture qui a une énorme communauté. Ouais. Tu vois, il y a des forums et tout ça, des fanbases qui se développent. Et ces gens-là ont un poids phénoménal dans le développement justement de la suite des événements de la pop culture. Et Ouais. du coup, on voit bien à quel point c'est quelque chose qui demande aux gens de s'impliquer. Donc, il y a une implication. Ça responsabilise les gens et ça les oblige à vraiment penser leur façon d'agir et de ne plus être dans cette espèce de passivité où on consomme un film comme on va consommer un morceau de chocolat. Ouais, ouais. C'est ça qui est bien. Ouais. Bon, Pierrot, c'était super d'échanger avec toi. Vraiment. C'est déjà fini? Bah, je sais pas, à part si tu as d'autres œuvres. Moi, j'ai épuisé mes 4 grandes œuvres que je voulais partager. Non, mais c'était déjà très très bien. C'était très déjà très pas bien. mal. Ah ouais, c'était super. Si le prochain coup, c'est toi qui arrives avec des œuvres, on pourra partager autour de ça. Ouais, tiens, pourquoi pas? Ouais. Mais il faut qu'on les Pourquoi ait un pas? plus ou moins en commun parce que sinon. Bien sûr, non, mais évidemment, évidemment, mais je vais regarder ça de mon côté, mais je pense qu'il doit y avoir quelques petits trucs qui pourraient être vraiment intéressants. Ouais, parce que, bon, là, c'est sûr qu'on a sorti One Piece, Camelot, on a sorti l'artillerie lourde. On l'a sorti, ouais. Ah, Mais avec grande joie pour reparler de ça. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport au fait de se plonger vraiment dans ce qui nous fait vibrer, pas se forcer. C'est pas parce qu'on a dit que c'était bien que ça va vous plaire. Hein. Vous devez vraiment y aller avec encore une fois, un cœur neutre. et,
il y a une notion aussi dans la pop culture qui est fondamentale en fait et qui est une nourriture essentielle en fait pour l'humain que l'on retrouve très fortement dans la pop culture, c'est l'émerveillement. C'est-à-dire que cette notion d'émerveillement, elle est sur chaque page ou chaque pellicule de la pop culture. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite, il n'y a aucun, alors je dirais pas d'interdit, mais on est vraiment dans quelque chose de rayonnant, de rayonnant. Et du coup, il y a cet émerveillement qui est quelque chose de vraiment nécessaire, nous, à notre épanouissement. Eh bien, en fait, on peut vraiment s'en nourrir dans la pop culture. Finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux enfants et de l'esprit enfantin, vraiment juste et droit, à une très forte, une adresse, on va dire. C'est ça qu'on retrouve dans la pop culture. C'est direct. Si on est encore une fois avec le bon état d'esprit quand on aborde une œuvre, ça nous parle tout de suite au cœur. Il n'y a pas besoin de mettre de mots. C'est là où peut-être d'autres formes d'art, comme je sais pas moi, l'art moderne, la peinture, certaines autres œuvres peuvent parfois avoir des barrières à l'entrée. Ce qui est sympa, c'est que la pop culture, elle transcende un petit peu tout ça pour complètement. Parler à nos âmes. Complètement. Mais oui, l'émerveillement, c'était la conclusion plus ou moins du bouquin de Jean Stone, c'est-à-dire à trouver l'émerveillement partout, justement par rapport à ses propriétés émergentes, c'est-à-dire les trucs qui pop partout. C'est ça. On peut que s'émerveiller, quoi, et ceux qui s'émerveillent pas, ils passent à côté de leur vie. On passe à côté de l'essentiel. Ouais. Là. Bon, un petit mot pour la fin, je te laisse le mot pour la fin, mon Pierrot. Un petit mot pour la fin, mais c'est pas la fin. Moi, j'ai envie de te dire à tout à l'heure. À tout à l'heure, alors. À tout à l'heure, le mot de la fin. Ouais, c'est clair. À tout à l'heure de One Piece. On se retrouve sur le bateau. Exactement. Non, mais tu sais que c'est vraiment ça, quoi. Non, c'est cette sensation d'y être, d'en faire partie. Parce que Luffy, il a quand même cette capacité, même au travers de l'anime, de par ses actions qui rayonnent de façon si intense qu'il te donne l'impression que tu fais partie de l'équipage. Ah ouais, c'est clair. Tu vois, tellement il rayonne par sa sagesse, par son humanisme. Mais en fait, il t'inclut dans le truc. Et c'est pour ça que c'est aussi. Ouais. Ben en plus, il a toujours cette habitude à la manière de recruter ses compagnons, c'est-à-dire ça tombe comme ça, dit tu veux pas faire partie de mon équipage, et voilà. Donc c'est vrai que tout est simple avec lui, tout est simple, mais tout est juste, et c'est là où vraiment la différence se fait. Tout est tourné vers la vie avec Luffy. Tout est tourné vers la vie. Tout ce qui n'est pas en rapport avec la vie, ça l'intéresse pas. C'est clair. Voilà. Ça sera le mot de la fin pour moi. Ouais, c'est clair. C'est un très beau mot de la fin. Bonne quête, bon voyage dans la pop culture. N'hésitez pas à nous dire vos œuvres, à vous, si vous avez des recommandations. Ça fait plaisir aussi d'en découvrir. Qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous explorez. Je suis sûr qu'il y en a plein. Il y a plein de belles œuvres qu'on connaît pas tous les deux. Voilà. Au moins, on espère qu'on vous aura donné la curiosité d'aller voir ces 4 grandes œuvres que sont Le Petit Prince, évidemment, œuvre intemporelle, la base, comme tu dirais. La base. Qui est vraiment de l'autre côté de la planète, parce que c'est le Japon, mais pourtant, il y a tellement de ponts à faire entre Le Petit Prince et One Piece. On a parlé de Kaamelott, évidemment, on a parlé de Game of Thrones. C'est bien, on a coché plein de cases. La série française, la série blockbuster américain. Mais voilà, c'est ça la pop culture, c'est que ça n'attend pas le contenant, peu importe le flacon, il y a l'ivresse qui est partout. En tout cas, on peut tous nous trouver l'ivresse dans ces belles œuvres. Ciao, mon Pierrot. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour ce bon moment et puis on se retrouve très très vite. Yes.